Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de nous recevoir chez vous pour ce 20h. Voici les points saillants de cette actualité de ce samedi 20 août 2016. Rebondissement sur le réaménagement du site qu'oppose le préfet des Almadies à Barthélémy Diaz. Il faut au maire de Mermoz-Sacré-Cœur l'accord des populations qui avaient rejeté ce projet pour obtenir son permis de construire. Ces derniers étaient d'ailleurs absents, mais pas le maire de Dakar, Khalifa Sall, qui lui soutient Barthélémy Diaz. Litige foncier à Gondon, les 37 chefs de village de cette commune réclament justice après l'arrestation du chef de village. Cela fait suite à l'installation illégale d'un promoteur dans le village de Rao sans document de délibération de la commune de Gondon. Ces dirigeants interpellent ainsi le chef de l'État. Pas de cours depuis une semaine au Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Kolda. Les inspecteurs et formateurs exigent le paiement de 2 années d'heures supplémentaires, le relèvement des indemnités de logement, entre autres revendications. Ils menacent de passer à une autre étape de leur combat si rien n'est fait. Voilà pour le sommaire. Une actualité que nous démarrons par cette audience foraine à la commune Mermoz-Sacré-Cœur. Barthélémy Diaz et ses administrés se sont réunis ce matin. À l'ordre du jour, le réaménagement du site qui oppose jusque-là le sous-préfet des Almadies aux députés socialistes. Une des conditions posées par le sous-préfet, l'association des riverains qui ne voulait pas de ce projet doit donner son accord. Seulement, ses membres n'étaient pas présents. Barthélémy, lui, a eu le soutien du maire de Dakar, Khalifa Sall, qui était lui présent. Un compte-rendu de Khadim Baye et de Pape Samb. Barthélémy Diaz et les populations Mermoz-Sacré-Cœur pour une ultime réunion, une condition sine qua non du préfet des Almadies. Le sous-préfet nous a renvoyé une correspondance en nous indiquant qu'il ne peut pas approuver notre délibération tant qu'on n'a pas organisé une audience foraine. Cette audience foraine aujourd'hui, c'est elle qui nous regroupe ici, sur ce site. Je voudrais dire que le sous-préfet des Almadies a été invité en bonne et due forme. Nous avons pris tous les devants, nous l'avons invité par voie d'huissier et nous constatons tous ensemble l'absence du sous-préfet. L'association Les Riverains, jusque-là réticente, doit aussi donner son aval. Seulement, elle n'a pas honoré de sa présence cette audience foraine. Le promoteur, lui, est convaincu que le projet est très bénéfique pour les populations. Quand est-ce qu'on va pouvoir avancer, ne serait-ce que nettoyer ce terrain, l'aménager proprement, si aucune personne dans cette population ne met pas un franc dans sa poche, je pense que c'est déjà une valeur ajoutée. Mais en dehors de cela, les populations doivent se poser la question de savoir combien d'emplois ce site-là va générer. Barthélémy Diaz peut compter sur son camarade de parti, le maire de Dakar, Khalifa Sall. Je voulais par ce biais donner les raisons de ma présence. Attester que depuis 2009, le maire et son équipe ont été porteurs de projets. Outre les espaces de vie, les centres commerciaux et sportifs, le promoteur doit aussi verser à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur 50 millions de francs CFA chaque année. Direction Gondon, où les 37 chefs de village de la commune ont organisé une assemblée générale à Rao pour s'insurger contre l'arrestation arbitraire du chef de village. À l'origine de cette affaire, un promoteur qui s'est installé de façon illégale dans le village de Rao sans aucun document de délibération de la commune de Gondon. Face à cette situation, les chefs de village interpellent le président Macky Sall pour que justice soit rendue. Aliou Sow est leur porte-parole. Ces propos sont recueillis par Moussa Moussa Diagne plutôt, et Abdouboy. C'est notre ras-le-bol. Il s'est trouvé que dans le village de Raoupel, il y a un contentieux qui est là entre peut-être un étranger qui est venu s'installer dans le village et ils veulent quand même s'accaparer des terres du village. Maintenant, à notre grande surprise, ce dossier a été maintes fois au niveau du tribunal. À la première instance, le gars a été débouté et il a fait un appel, et ce que j'estime normal. Et il a fait un appel et il a été aussi dégoûté. Et à notre grande surprise, il manigasse encore d'autres contentieux. Et maintenant, on se dit quand même que nous tous, nous jeunesse de Raoupol, nous population de Raoupol, nous n'appelons pas peut-être à la violence, nous n'appelons pas à la manifestation. Mais nous demandons aux autorités jusqu'au plus haut niveau, que ce soit le président, son premier ministre ou bien même le ministre de l'Intérieur et
nos administrateurs locaux qui sont là, les autorités administratives, puissent quand même tenir entre leurs deux mains ce dossier et quand même le vider, parce que c'est un dossier qui est là et qui peut quand même créer l'irréparable. Et nous ne souhaitons pas aller dans ce sens. Nous voudrions quand même que justice soit faite, parce que nous avons cru que depuis 2009, c'est fini l'ère de l'impunité. C'était donc les propos de Babacar Ba, le porte-parole des 37 chefs de village de Gondon, avec Moussa Diagne et Abdou Boy. Et puis nous parlons à présent du retour des populations déplacées et réfugiées des 11 villages de la commune de Putupa Kamarakunda, qui préoccupe l'Observatoire communal des conflits, qui installe le projet de renforcement du dialogue social et de participation des femmes dans la construction de la paix dans cette collectivité territoriale. La capitalisation des activités de cette initiative appuyée par le comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance, Usoforal est le lieu choisi par les autorités pour examiner les conditions de facilitation de ce retour au bercail des déplacés et réfugiés. Un reportage de Chartidiane Sissé et de Kaba Sissé. Après près de 2 ans de mise en œuvre du projet renforcement du dialogue social et la participation des femmes dans le processus de retour de la paix à Boutoupa Kamarakunda grâce au comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance, le casse-tête de l'Observatoire des conflits né de cette initiative demeure le retour des populations déplacées et réfugiées. Un retour exigeant certaines conditions. Les populations veulent rentrer, mais il leur manque des moyens, il leur manque des infrastructures. Et ces infrastructures sont à l'état de projet. Nous voudrons que ces projets-là voient le jour afin que des moyens d'accompagnement puissent être là pour le retour des populations déplacées. Ces préoccupations ne sont point tombées dans l'oreille d'un sourd, à en croire le sous-préfet de l'arrondissement de Niaguis. C'est vrai que le retour de ces populations est un peu assujetti à la réalisation de certaines infrastructures sociales de base. L'État compte incessamment, dans le domaine de l'hydraulique, à implanter un forage à Borofay-Bainoko. Cette fois-ci, dans le chef-lieu de la commune, qui est le chef-lieu de communauté rurale qui n'a jamais été électrifié. Il y aura cette fois-ci une centrale financée par l'Union européenne et la Banque mondiale. Ils ont dit parmi les 8 centrales, ils vont commencer d'abord par la centrale de Boutoupa Kamarakunda, parce que la nécessité et l'importance de ces centrales pour l'accompagnement des retours des populations, mais aussi dans le cadre du processus de la paix. Pour ce qui est des pistes de production, la piste Agnac Boutoupa Kamarakunda a déjà été réalisée. Celle du contournement allant de Sindon, Yabon, Lati a déjà été fait. Il reste que le tronçon Lati Kamarakunda et ce sera bientôt fait. Rappelez que Boutoupa Kamarakunda, avec ses 11 villages sur 24 vidés de leurs occupants, à cause du conflit armé trentenaire, est en phase de reconstitution de son tissu social, ce qui passerait nécessairement par le retour au bercail des réfugiés et déplacés. Un sacerdoce pour l'Observatoire communal des conflits, né du compagnonnage des communautés locales avec Oussoforal. Éducation dans ce 20h à Kolda. Depuis une semaine, les cours sont paralysés au centre régional de formation des personnels de l'éducation. Les inspecteurs de l'éducation et formateurs réclament le paiement de leurs 2 années d'heures supplémentaires et le réclament entre autres le relèvement des indemnités de logement et l'amélioration du traitement salarial. Ils comptent généraliser le mouvement puisque jusque dans les IA et les IEF. Bokar Kandé. Ils ne sont pas en pause, mais attendons un formateur qui certainement ne viendra pas faire cours. Depuis presque le 16, les gens viennent à l'école. On retient à l'EFI jusqu'à midi, des fois 13h, et ils nous libèrent. C'est un handicap, mais je me dis que c'est en général le système sénégalais qui est comme ça, le système scolaire sénégalais. Les formateurs sont des inspecteurs de l'éducation qui sont en grève. Il faut signaler que les heures supplémentaires que nous réclamons à l'État sont dues depuis bientôt 8 mois. Autre HS, heures supplémentaires dues et non payées, c'est celle de la FCDIA 2015. Et voilà que l'État se permet d'envoyer une autre cohorte de plus de 250 instructeurs adjoints pour le compte de 2016. Le relèvement des indemnités de logement, l'octroi d'une indemnité de responsabilité particulière, l'octroi des indemnités de succession aux secrétaires généraux des IA et des IEF, autant de points qui constituent leur plateforme revendicative. L'amélioration du traitement salarial des inspecteurs d'éducation. Relever l'indemnité de logement à 200 000 francs.
Procéder au reclassement des inspecteurs sortants, ils passent beaucoup de temps, parfois 3 ans, pour être reclassés. Ça, c'est un problème fondamental. Il y a un autre problème, c'est déterminer un nombre d'inspecteurs à envoyer annuellement en formation continue. Le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal demande au gouvernement de respecter les accords signés. C'était des accords signés depuis 2014. Et jusqu'à ce jour, ces accords ne sont pas respectés. Près de 600 enseignants sont formés dans ce centre, mais le mouvement d'humeur des inspecteurs ne concerne que la formation initiale et celle des instructeurs adjoints. Les plans d'action à venir prévoient la généralisation du mouvement au niveau des IA et des IEF dès la prochaine rentrée scolaire. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis, en partenariat avec le PDIDAS, le projet de développement inclusif et durable de l'agrobusiness au Sénégal, a mis en place un incubateur d'entreprises à Nguinth pour accompagner les jeunes porteurs de projets. Ce programme qui va prendre en charge la formation d'une centaine de jeunes a pour objectif d'accompagner les projets vers la mise en marche, j'arrive enfin, d'entreprises. L'incubateur de Nguinth, qui cible 11 villages de cette zone fortement agricole, va être dupliqué dans les 9 autres zones d'intervention du PDIDAS, dont 7 à Saint-Louis et 2 à Louga. Cheikh Mang est le représentant du PDIDAS. Il est au micro de Moussa Diagne et d'Abdouboy. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour échanger avec la communauté sur ce qu'on est en train de faire depuis à peu près 3 mois dans le cadre de l'introduction de l'activité incubation dans la zone pilote de Nguinth. L'incubation en tant que telle, c'est un processus d'accompagnement et de coaching orienté porteurs d'idées ou porteurs de projets pour les permettre vraiment de matérialiser leurs idées. Donc dans ce contexte, les gens étaient habitués surtout à des formations de type entrepreneurial visant la création d'entreprises. Nous apportons un plus, c'est une fois le plan d'affaires vraiment réalisé, qu'on puisse les accompagner et les permettre à créer leurs entreprises. Donc nous avons un certain savoir-faire à travers l'incubateur horticole qu'on a à l'université. Et c'est ce savoir-faire qu'on est venu vraiment partager avec la communauté pour permettre à la fin du projet vraiment d'avoir des entreprises viables. Autre actualité dans le cadre de son programme de finalisation et de prévalidation du plan stratégique national de lutte contre la drogue 2016-2020, le comité interministériel de lutte contre la drogue a organisé un atelier à Saly. L'objectif de cette rencontre est de réfléchir sur la réduction de la consommation de la drogue au Sénégal. Matar Diop est le président du comité. Il est au micro d'Alune Badara Sonko et de Sherpa. On a des objectifs vraiment spécifiques. D'ici la période donc, de mise en œuvre du plan d'action national, à savoir 2016-2020, réduire de moitié la consommation de la drogue au Sénégal. Et ça, il nous faut passer par une stratégie bien articulée, bien pensée, pour arriver justement à ces résultats. Mais notre souhait le plus ardent, c'est de mettre le Sénégal à l'abri de la drogue. Oui, le Sénégal, vous le savez, appartient dans cette zone qui est l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est une zone de transit. Donc tous les pays qui composent l'Afrique de l'Ouest sont par conséquent des zones de transit. L'Afrique de l'Ouest est une zone de transit pour ce qui concerne la cocaïne, qui est produite en Amérique latine, et la destination finale, c'est l'Europe. Mais cette cocaïne transite par l'Afrique de l'Ouest, ce qui fait de l'Afrique de l'Ouest une zone de transit, ce qui fait de l'Afrique de l'Ouest et du Sénégal une zone aussi de consommation. C'est la période de la canicule et elle coïncide avec les grandes vacances. L'occasion idéale de prendre d'assaut les plages. Si pour d'aucuns c'est un moment de distraction, pour d'autres ces plages sont des lieux de commerce. Voyons ça avec Kardiata Nyansi et Mohamed Ba. C'est les vacances et naturellement les plages sont les lieux les plus convoités. Que cela soit une sortie en famille, entre amis ou encore en amoureux, les occasions ne manquent pas pour rallier le Grand Bleu. Ce sont les vacances. Après 9 mois de cours, c'est normal de se détendre un peu. Ça fait du bien de venir ici, passer les vacances ici, tu vois. C'est pour cela que je choisis ici. On ne me laisse pas aller en boîte et tout. Je suis obligée de venir ici.
avec mes cousines. Au-delà de la détente, l'île de Ngor est également propice au commerce, notamment celle des chichas. Je loue des chichas, les gens qui viennent à la plage en demandent beaucoup. Du coup, c'est un bon investissement. Il y en a de toutes les saveurs, c'est selon votre préférence. Il y a comme parfum le raisin, le cocktail, la pomme menthe, entre autres. La sécurité est également au rendez-vous. Le seul hic est les baigneurs de nuit. Un peu compliqué, mais quand même ici, même à partir de 19h, on interdit à tout baigneur de rentrer dans l'eau. Peut-être qu'ils peuvent venir fréquenter la plage, prendre un peu d'air, mais quand même on leur interdit de rentrer dans l'eau. Mais quand même, c'est pas facile. La période de canicule coïncidant avec les grandes vacances, les plages sont très fréquentées par les jeunes. Mais si durant la journée, c'est le calme et la baignade, alors, une fois la nuit tombée, c'est une autre atmosphère qui y règne. L'actualité, c'est aussi le gouverneur du district 403A1 de Lions Club International qui est en visite à Dakar. Jean-Baptiste Sow a fait face à la presse ce matin pour expliquer de soutenir les enfants en situation défavorisée. Dans son nouveau projet, il compte atteindre les 100 millions déclarés avec une visite de 45 clubs. Le voilà au Sénégal pour s'imprégner de la situation avec les clubs qui s'y trouvent. Jean-Baptiste Sow, que nous écoutons avec Moussa Moussoussen et Mohamed Toba. J'ai déjà vu au moins 45 clubs et ils s'activent. Beaucoup ont fait des dons et dans notre district, on s'attend à réaliser au moins plus de 100 millions de francs CFA pour les œuvres sociales. Mais en réalité, mon programme à moi-même, j'ai défini comme objectif 3 milliards d'œuvres à réaliser au cours de mon mandat par les Lions des 97 clubs. Et au moment où je vous parle, à travers les évaluations que j'ai pu faire, et cet objectif sera atteint. Mais déjà, il y a certains clubs qui ont bénéficié de ces financements-là. Je viens de la Mauritanie. La Mauritanie, l'UNICEF a construit un centre de rééducation des enfants abandonnés. À Nouadhibou, c'est la même chose. Et je suis presque convaincu qu'à Dakar, beaucoup d'œuvres ont été réalisées en faveur des enfants. Et je vais leur demander de continuer donc à soutenir l'enfant. Et nous parlons toujours des enfants, mais cette fois-ci avec l'artiste peintre Khalidou Kassé qui a produit un film au nom de Un talibé, un métier. Dans le cadre du volet social qu'il est en train de mener depuis un certain temps, l'homme voudrait lutter contre le phénomène des enfants talibés errant dans la rue. Ainsi, 150 enfants ont été formés sur des métiers qui leur faciliteraient leur réinsertion sociale. Moussa Moussoussen et Mohamed Ba ont assisté à la projection du film. Un talibé, un métier, c'est le titre du film projeté. Une idée originale de l'artiste peintre Khalidou Kassé, qui dans ses œuvres sociales a peint le décor des talibés dans la rue avec un pinceau magique d'une solution à leur retrait. Au total, 150 enfants talibés sont initiés au métier du batik, de la calligraphie arabe, au design utilitaire, à la cordonnerie et à la coiffure. Aussi que ces enfants, ce sont nos enfants. On ne parle pas d'enfants de Guinée-Bissau, de Mali, de Côte d'Ivoire, mais c'est des enfants. Si chacun dans son domaine pouvait apporter une contribution pour aider ces enfants-là, je pense que c'est bénéfique. Aider ces enfants, c'est aider aussi leur maître coranique à prendre en charge définitivement leur situation de précarité qu'ils vivent. Comme je l'ai dit dans le film, pourquoi ne pas créer des cases de Dara, comme on l'a fait à l'image des cases du public, pour prendre en charge ces enfants, parce que c'est des enfants aussi qui, véritablement, font partie de nous aussi. L'artiste compte sur ses propres moyens, à part quelques partenaires pour financer son projet de construire un centre international d'art à Thiès, qui d'ailleurs portera le nom de l'artiste chanteur Babomal. Ainsi, il prend exemple du modèle marocain et d'autres pays qu'il a eu à visiter pour y insérer un volet formation pour les enfants. Pour prendre en charge la problématique artistique en question, mais voir comment insérer le volet formation pour ces enfants. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a plein de métiers, ce que j'appelle les nouveaux métiers. Les possibles culturels, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux métiers que ces enfants-là véritablement peuvent intégrer et demain retrouver leur métier total. Jusqu'à présent, je finance moi-même mes propres projets, c'est-à-dire à partir de mes œuvres, parce que comme je vous l'ai dit, je suis en partance pour une exposition, une grande exposition. À partir de ces œuvres vendues, je reviens pour voir comment refinancer mes projets. Maintenant, si j'ai des partenaires qui viennent me suivre,
Mais tant mieux. Après la formation de ces enfants talibés, un suivi leur sera fait pour une meilleure prise en charge à leur réinsertion sociale. Il faut dire que ce film Un talibé, un métier a été réalisé en 2014 dans le cadre de la francophonie. Khalidou Kassé prépare une exposition internationale pour le financement du centre. Un festival pour vanter les mérites de Doudou Ndiaye Coumba Rose, cri de cœur du fils du tambour-major Eladji Ndiaye Rose. Son legs doit être bien entretenu selon l'héritier du grand percussionniste. Il l'a dit à notre reporter Astukandjan. Je me suis dit, je me permets de faire un événement avec l'aide du maire de la Médina qui m'a poussé à pouvoir arriver à le faire, qui me permet d'arriver à faire cet événement-là. Et pour moi, c'est important. Parce que je suis le fils à Doudou Ndiaye Rose, j'étais son bras droit, j'étais le manager, j'étais son trésorier, j'étais le tout pour Doudou Ndiaye Rose. Doudou Ndiaye Rose, vous le contactez pour un événement, il vous met en rapport avec Tafa Ndiaye, son fils. Et que je suis en train de me battre pour que le travail que Doudou a laissé à ses enfants ne se dissout pas. Et pour moi, c'est important de garder cette date dans le calendrier culturel du Sénégal. Parce que tellement que pour moi, mon père a de la valeur, plus qu'un autre musicien qui me permet de dire les musiciens qui ont des dates, Doudou mérite d'avoir une date. Et c'est pour cela que je dis, j'ai envie que cette date soit marquée pour que chaque année, qu'on le fasse à un festival qui revient à la mairie de Dakar, qui revient à la mairie de Médina, pour que ça soit un festival comme ce qui se passe dans le monde entier. Les élections présidentielles américaines commencent à se dessiner entre Donald Trump et Hillary Clinton. La tendance est du côté de cette dernière qui a été première dame et secrétaire d'État de l'actuel président Barack Obama. Pour Ousmane Sène, directeur du WARC, l'avantage pour les pays africains est du côté de la dame. Ousmane Sène, que nous écoutons au micro de Moussa Moussoussen et de Mohamed Ba. La situation est en train d'évoluer, on n'est pas loin des échéances électorales et je crois qu'il y a eu beaucoup de péripéties. Pour le moment, c'est Hillary Clinton qui semble caracoler dans les sondages et Donald Trump est en train de payer les conséquences de ses phrases et de ses discours à l'emporte-pièce. Voilà que celui qui était le directeur de sa campagne vient de démissionner. Et voilà, il se trouve bien à la Nouvelle-Orléans où il y a des inondations extraordinaires, à la pêche de voix, mais pour le moment, il y a Hillary Clinton qui est devant. Alors s'il n'y a pas d'incident de parcours et si les tendances que l'on voit se confirment, il y a des chances peut-être que Hillary Clinton passe à la place de Donald Trump. Au moment où on parle d'égalité, au moment où au Sénégal, on parle même de parité, on se rend compte que l'une des plus vieilles démocraties n'a jamais eu la présence d'esprit ou l'ouverture d'esprit d'avoir une femme comme président de la République. Donc ce serait une évolution de ce point de vue-là. Et nous parlions des États-Unis, la transition est ainsi faite. Place alors à l'actualité hors de nos frontières, en bref et en images. Une manifestation anti-Mugabe a été réprimée violemment par la police au Zimbabwe. Bon nombre de manifestants se sont rendus devant le siège de la Banque centrale afin de protester contre le plan du gouvernement qui est de réintroduire une devise locale. En signe de protestation, les manifestants brûlent des billets, un acte symbolique. Tous se souviennent la tentative effectuée auparavant en 2008 qui avait laissé l'économie du pays affaiblie. Les autorités ont dispersé les manifestants à coups de bâton et de gaz lacrymogène. Jeudi 18 août, 530 migrants ont risqué leur vie afin d'atteindre les côtes italiennes. Ils ont été secourus par la Croix-Rouge italienne ainsi que l'ONG maltaise Migrant Offshore Aid Station. Un nourrisson de 18 mois, une fillette de 5 ans d'origine syrienne ainsi qu'une femme et un homme ont été repêchés. 27 migrants syriens étaient à bord de l'embarcation au moment où elle coulait dans le canal de Sicile. 3120 migrants sont morts dans cette zone tandis qu'ils tentaient la traversée vers l'Italie. D'après l'ONU, 100 000 migrants et réfugiés ont débarqué sur les côtes italiennes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Hawa Konaté sera là demain à 13h pour le Wolof. Quant à moi, je vous retrouve le soir à 20h. Bonne suite des programmes et merci de votre attention.